Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La menace est écartée, la stupeur demeure à Rennes. Comment une adolescente de 12 ans a-t-elle pu envisager de tuer quelqu'un, un camarade de classe ou une enseignante? C'est ce qu'a dit cette élève de 5e du collège des Hautes-Ourmes avant de tenter de passer à l'acte hier. Maîtrisée puis interpellée, elle est désormais internée en hôpital psychiatrique. Dans son établissement, ses camarades sont toujours sous le choc. Reportage Sandrine Prioul. Moi, j'ai dit, si elle fait ça, déjà, on n'est plus amis. Des mots d'enfant pour des faits gravissimes quand cet élève de 5e dégaine une feuille de boucher en classe et menace sa prof devant des collégiens médusés. Je me suis sentie mal, mon cœur s'est emballé, je pouvais rien faire. Après, les forces de l'ordre sont arrivées et du coup, elle m'a fait un petit coucou avant de partir, genre, voilà. Je savais pas qu'elle était comme ça, mais je sais juste que depuis toute petite, elle a des problèmes mentaux, psychologiques, quoi. Elle m'a dit, je préfère aller en prison au lieu de ne pas tuer la prof, mais en vrai je me sens mal pour elle. Le sang-froid de l'enseignante face à une collégienne en souffrance qui lui confie « Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer ». Une agression de trop pour la déléguée départementale FO, Justine Marty. Je suis consternée. Si on pense à Samuel Paty, moi j'ai pensé à ça tout de suite, Dominique Bernard. On devient une profession finalement où on peut se faire agresser au travail. Ça devient une forme de normalité et je trouve ça effrayant. Et moi j'ai l'impression actuellement que nous ne sommes plus protégés dans notre métier. Les expertises psychiatriques décideront des suites judiciaires pour cet enfant de 12 ans. Un reportage Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. L'enquête écarte à ce stade une quelconque radicalisation de l'adolescente. Pas d'éléments en ce sens, affirme le procureur. À Champigny-sur-Marne, en région parisienne, un homme toujours recherché. Il est soupçonné d'avoir menacé de mort et de viol une directrice de crèche qu'il soupçonnait d'être juive. Enquête ouverte et confiée à la police judiciaire. 7h02, la politique à présent. Elisabeth Borne poursuit ses consultations avec les chefs de file des Républicains dans l'espoir d'obtenir l'adoption du projet de loi immigration. Deuxième round prévu ce matin à 8h30 à Matignon. Après une première réunion de 2 heures hier, les discussions butent sur 2 points, l'aide médicale d'État et les conditions d'accès aux aides sociales pour les étrangers. La Première ministre désormais seule en première ligne, Alexandre Chauveau. Oui, un match de boxe et un premier round d'observation. Voilà comment un conseiller qualifie la réunion d'hier. Autour de la table, Elisabeth Borne mène les débats. Elle a cheffé, concède un dirigeant LR. Gérald Darmanin apparaît, lui, plus en retrait. L'ambiance avec Éric Ciotti, à l'initiative du vote de la motion de rejet des Républicains, est glaciale. Sur le fond, chaque article est sujet à négociation. Beaucoup de paramètres entrent en jeu et chacun observe ce que l'autre peut offrir, décrypte un conseiller. L'objectif pour LR, en position de force lundi prochain, c'est de conserver le plus possible le texte du Sénat, plus ferme que celui du gouvernement, tout en sachant qu'il faudra trouver un compromis. Alors parmi les concessions possibles, la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, qui pourrait faire l'objet d'un texte à part dans les prochains mois. Pour le reste, l'écriture de l'article sur les régularisations de sans-papiers fera l'objet d'âpres négociations. Il a en réalité de fortes chances de ne pas trouver de majorité pour être voté, au vu des désaccords de fond qui séparent la droite et le RN de l'aile gauche de la majorité. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. On rappelle que ce projet de loi immigration sera débattu à huis clos en commission mixte paritaire lundi à partir de 17h. C'était un face-à-face aussi redouté qu'attendu au procès de Monique Olivier. Son fils, Selim, a témoigné à la barre hier. On parle ici du fils du couple formé par Monique Olivier et Michel Fourniret. Terrible poids à porter quand on apprend quelques années plus tard, l'enquête l'a démontré, que l'on a servi d'appât alors que l'on était encore un enfant pour attirer les futures victimes dans le piège. Jean-Baptiste Marty, son audition constitue peut-être l'un des moments clés de ce procès. Oui, il ne s'était plus parlé depuis 20 ans et l'arrestation de Monique Olivier, des retrouvailles électriques. Interrogé en visioconférence, Selim Olivier, visage dissimulé par une fausse barbe et un faux nez, assène à Monique Olivier « Tu n'es pas ma mère, je n'ai plus de mère ». Elle reste assise, aucune expression sur son visage et il poursuit « J'ai vécu 15 ans avec des acteurs, je suis le fruit d'un accident ». Comme irrité, Monique Olivier finit par répondre devant la cour médusée « Tu ressembles à ton père avec cette perruque ». Une scène chaotique pour mettre ce banc, avocat des familles des victimes. C'est une manière de le renvoyer au criminel qu'est Michel Fourniret. Je dirais que c'est pervers et j'ai l'impression de retrouver Michel Fourniret dans le discours de Monique Olivier. On est quand même effaré de ce manque que nous ont décrit tous les experts d'empathie à l'égard de son fils, d'empathie à l'égard des victimes. Le calme entre les deux finit par revenir et l'échange se poursuit. Tout ce que je veux, c'est que Monique Olivier parle, qu'elle se libère d'un poids et aide les familles des victimes à faire leur deuil, tempère Selim Olivier. L'ex-femme de Michel Fourniret doit être entendue ce matin sur la discussion
disparition d'Estelle Mouzin. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. L'actualité à l'étranger, le président Joe Biden visé par une enquête en destitution, impeachment. Procédure approuvée par le Congrès, même si ses chances d'aboutir sont jugées très minces. Joe Biden accusé d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama pour permettre à son fils, Hunter Biden, de faire des affaires à l'étranger. On retrouve Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les Républicains ont le sourire ce matin. Oui, et c'est une belle victoire pour les Républicains. Tous les représentants de leur parti ont voté l'ouverture de l'enquête pendant que tous les démocrates s'y opposaient. Il s'agissait d'une formalité. Le comité en charge enquête déjà depuis le mois de septembre. Mais la Maison-Blanche refusait de coopérer, ce qui a permis à Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, de convaincre même les plus réticents dans son parti. Alors, il ne s'agit pas du début de la procédure de destitution, mais d'une enquête qui pourrait y aboutir. Pour l'instant, aucun lien de Joe Biden avec les affaires de son fils Hunter en Ukraine ou en Chine n'a été établi. Hunter Biden qui a refusé de témoigner devant le comité d'enquête, ce qui ne l'a pas empêché de prendre la défense de son père. Il n'y a rien qui prouve que mon père était impliqué financièrement dans mes affaires, parce que cela n'est pas vrai. Tout ça est très embarrassant pour Joe Biden, d'autant que cela donne des arguments de rêve à son futur adversaire républicain, sans doute Donald Trump, dont les soutiens au Congrès ont fait pression pour déclencher cette enquête. Mais si elle n'aboutit pas, elle pourrait aussi pousser les électeurs modérés à rejeter des républicains perçus comme trop partisans. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. L'aide à l'Ukraine et son entrée dans l'Union au cœur de la réunion des chefs d'État et de gouvernement européens aujourd'hui. Bruxelles qui a adopté le principe d'une réforme du marché intérieur de l'électricité. Accord trouvé cette nuit entre les États membres. Il doit permettre au final d'abaisser la facture pour le consommateur. En tout cas, c'est la promesse qui a été faite. Le football, ça passe pour le Paris Saint-Germain dans un trou de souris. Les Parisiens sont en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et un partout hier soir sur la pelouse de Dortmund. Le PSG poursuit son aventure, mais cela s'est joué effectivement à pas grand-chose. Dimitri Vernet. Mais content de finir à la deuxième place et d'être qualifié. L'unique buteur parisien de la soirée, Warren Zaïre-Emery, 17 ans, est aux anges. Le PSG a évité la catastrophe grâce à ce match nul, un partout, et la victoire dans le même temps de l'AC Milan. Pour la 12e saison consécutive, le PSG est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Un soulagement pour le président Nasser El Khelaifi. On est content quand même, qualifié parce que le groupe a été très très difficile. On est satisfait. Cependant, tout n'est pas tout beau tout rose. En terminant 2e de son groupe, Paris passe par la petite porte et affrontera forcément un gros poisson en 8e de finale. Une équipe qui a terminé en tête de sa poule. Des cadors comme le champion d'Europe Manchester City, le Real Madrid, Barcelone ou encore le Bayern Munich. Pas de quoi effrayer cependant l'entraîneur rouge et bleu Luis Enrique qui l'a assuré en conférence de presse. Son équipe sera prête pour ce défi. Pendant ces 6 rencontres de Ligue des Champions, nous avons toujours montré une idée du jeu très claire. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous serons plus forts en février. Mais en attendant février, rendez-vous lundi pour le tirage au sort des 8e de finale. Dimitri Vernet. Et puis la Croisette va s'habiller de rose au printemps prochain. Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, présidera le jury du 77e Festival de Cannes qui se tiendra du 14 au 25 mai. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur